sommes toutes et tous réunis aujourd'hui, c'est pour manifester notre soutien et notre solidarité auprès de Madame A, qui est actuellement menacée d'expulsion par la préfecture, et aussi des autres migrants et familles de migrants qui sont dans une situation semblable. Madame A, cela fait maintenant 2 ans que je le connais. Il y a 2 ans, j'ai eu le privilège de le rencontrer et depuis de vivre avec lui des moments de joie, de peine, d'espoir. En juger par le nombre que nous sommes aujourd'hui, cette journée est un moment de lutte, mais aussi d'espoir. Nous l'avons accueilli chez nous comme des dizaines de familles en Haute-Loire, comme des milliers de familles en France, parce que nous avions une chambre de libre et parce qu'il avait besoin d'un toit. Parce qu'il était là, tout simplement. 16 ans et demi, démunis, perdus. Rien ne nous préparait au chemin de croix et la lutte pour la régularisation des mineurs étrangers. Rien ne nous prédestinait à nous engager à corps perdu dans cette lutte pour que Madame A puisse rester avec nous. Et pourtant, nous sommes là, et nous n'arrêterons pas, car Madame A, comme tous les autres, a droit à une vie digne et décente. Petit à petit, nous avons appris à nous connaître, nous apprivoiser. C'est ainsi que Madame A nous a confié des bouts de son histoire, une histoire douloureuse, que la préfecture prétend qu'il a usurpée. En voici un bref résumé. Madame A est partie en 2018 du Mali, où il vivait dans une extrême pauvreté avec sa mère. Le voyage a duré des mois. Il a traversé tant bien que mal l'Afrique pour arriver jusqu'à la Méditerranée, où il a embarqué sur un Zodiac. Une journée entière de traversée, dans l'angoisse de la noyade. Il ne savait pas nager. Et puis, miraculeusement, un sauvetage et l'Italie. Après avoir passé quelques semaines dans un camp de réfugiés, il a poursuivi son chemin, a traversé une partie des Alpes à pied, pour se rendre en France, terre d'accueil et pays des droits de l'homme. Arrivé en France, il monte dans un train qui le conduira au Puy-en-Velay. C'est ici que nos chemins se croisent. À travers le quotidien, nous avons essayé de lui transmettre toutes les bases utiles à son intégration, apprendre le français, le parler, le lire, l'écrire, pas si simple quand on n'a jamais été à l'école, quand on n'a jamais tenu un stylo. Apprendre également la culture française, les notions d'histoire, de géographie, le fonctionnement de la société, etc. En parallèle de cela, il y a bien sûr toutes les démarches administratives, la sécu, l'école, les stages, l'apprentissage, le consulat, la préfecture. Tout cela finit par porter ses fruits. En 2 ans, Madame A se familiarise avec le français, se scolarise et s'engage dans une voie qui le passionne, l'agriculture. Il rencontre de formidables agriculteurs qui l'accueillent chez eux et acceptent de le prendre en apprentissage. Martine et Jean-Louis, ils font partie de toutes ces rencontres qui donnent du sens au terme humanité. Ils sont là aujourd'hui, ils sont à nos côtés depuis des mois et des mois à vivre au jour le jour ce parcours du combattant. Nous les remercions de leur formidable engagement. Il ne manque plus à Madame A que l'autorisation de travail de la préfecture et un titre de séjour. Nous l'avons accompagnée au lendemain de ses 18 ans pour déposer sa demande de titre de séjour. C'était il y a plus d'1 an, le 2 janvier 2020. La préfecture fait traîner pendant des mois, demande sans cesse des documents complémentaires, nous balade de rendez-vous en rendez-vous depuis plus d'1 an, sans jamais donner de réponse. Souffle le chaud, le froid, plus souvent le froid d'ailleurs, et c'est un jeu cruel et glaçant. Il serait trop long de détailler ici l'interminable feuilleton des démarches avec le service des étrangers de la préfecture du Puy-en-Velay. Toutes les familles d'accueil de jeunes migrants ici ont parcouru, ou sont en train de parcourir,
Nous devons parcourir ce chemin semé d'embûches et d'angoisses et de larmes. Quelques épisodes suffiront. Confiscation des documents d'identité, suspicion de faux, interrogatoire par la PAF au commissariat, exigence de fournir un passeport, mais le consulat du Mali n'en délivre plus depuis des mois. Accusation dans la presse de faux, d'usurpation d'identité et du même coup de troubles à l'ordre public. Aux jeunes migrants devenus majeurs et qui cherchent à s'intégrer par l'école, par le travail dans la société française, on demande l'impossible. Madame a déposé un nouveau dossier de titre de séjour en octobre 2020. Le temps presse. Il a un maître d'apprentissage qui l'attend avec impatience, mais pas le droit de travailler. Il a une place dans un établissement scolaire, l'Institut des sciences de la vie et de la terre de Vals-près-le-Puy, où l'attendent des professeurs dévoués et solidaires que je salue ici avec émotion. Mais l'année scolaire est déjà bien entamée et rien, toujours rien. Il va perdre sa place, Madame A. Il va perdre son année, il va tout perdre. Ce projet d'insertion longuement élaboré, pierre à pierre, ce projet de vie. Les semaines passent, pas de réponse de la préfecture. On écrit au préfet en expliquant tout le parcours, pas de réponse. En novembre, on nous dit qu'il faut attendre décembre. En décembre, il faut attendre janvier. En désespoir de cause, nous nous tournons vers la presse afin d'exposer l'urgence et l'injustice de la situation. Nous lançons une pétition. Et le 30 janvier, Éric entame une grève de la faim. Aujourd'hui, c'est le 19e jour de grève de la faim. Et là, le couperet tombe. La préfecture répond au journal, pas à nous, pas à Madame A, à la presse, qu'ils ne donneront ni autorisation de travail, ni titre de séjour, car ils estiment que Madame A fournit des documents d'identité non réglementaires. Et là, c'est le choc pour Madame A, pour ses proches. Le choc a laissé place à l'indignation, et l'indignation à la colère. À la colère et à la solidarité. Ces 3 dernières semaines, un comité de soutien s'est monté, réuni, activé. Il est infatigable, indéfectible, inventif, audacieux, incroyable. Je les salue ici avec émotion, car sans vous, jamais nous n'aurions tenu le coup. Car ces 3 dernières semaines, les injonctions et décisions contradictoires qui nous sont communiquées par la préfecture, le plus souvent par voie de presse, nous épuisent et nous désespèrent parfois. On va réexaminer le dossier et puis finalement, non. On va peut-être délivrer une autorisation temporaire et puis finalement, non. Apportez-nous de nouveaux documents d'identité et après on verra. Et finalement, non, on refuse. Avant même que les documents puissent être présentés. Ils sont là les documents, ils sont pas regardez les documents, on les a. On les a, les documents que mais voilà, ce ne sont pas des faux, ils sont arrivés du Mali, ces documents. Ils sont là, vous les voyez, monsieur le préfet. On les a dans la main, les documents que vous vouliez. Ils sont arrivés du Mali et vous avez clos le dossier. Apportez-nous de nouveaux documents d'identité, nous dit-on, et après on verra. Et puis finalement, non, on refuse avant même que les documents puissent être présentés. Mais oui, madame, évidemment que vous pourrez l'accompagner lors de sa convocation en préfecture. Et finalement, lundi dernier, on trouve porte close et une rangée de policiers en armes pour m'empêcher de passer. J'apprendrai 2 heures après que pour pouvoir passer, il fallait d'abord présenter des excuses. Des excuses. Depuis le 30 janvier, disais-je, Éric est en grève de la faim. Ses proches, tous ses proches s'inquiètent pour lui. Madame A s'inquiète pour lui. Tous les jours ou presque, il lui demande quand il va recommencer à manger.
C'est un acte grave et désespéré qu'une grève de la faim. J'en suis le témoin au quotidien, désolé, angoissé, mais solidaire. Ne plus s'alimenter vous conduit parfois aux urgences, à l'hôpital, comme lundi dernier. Faut-il donc qu'un homme tombe et s'écroule aux portes de cette préfecture pour que les choses changent, enfin, pour Madame A et pour les autres, pour que les portes s'ouvrent? On ne demande rien d'autre qu'un tampon sur un papier. Les règles implacables et les délais interminables de l'administration préfectorale ne prennent pas en compte les liens qui peuvent se tisser lorsqu'on ouvre sa maison pour accueillir un jeune migrant, lorsqu'on ouvre sa maison et son cœur, car ces liens-là ne peuvent être brisés par personne, personne. Si vous me demandez comment je vais quand je vous vois tous là, je vais très bien. Ensuite, pour continuer, on va répondre au préfet. Donc celui-ci nous a demandé, dans un communiqué, de faire des excuses publiques. Monsieur le préfet, vous nous demandez à ma compagne et à moi-même, j'ai perdu la page, vous nous demandez à ma compagne et à moi-même, dans un communiqué public qui est paru dans la presse, de nous excuser sur des propos que nous avons tenus. Nous allons y répondre. Les propos concernant, je suppose que vous l'avez tous vu, 2 points. Le premier point concerne dans mes propos la mention du terme racisme d'État. Donc il faudrait que je m'excuse aujourd'hui parce que j'aurais parlé de racisme d'État. Déjà, le terme racisme d'État, sachez-le, contrairement à ce qu'on voit aussi dans une certaine presse, n'est pas une expression militante utilisée par un syndicat. Parler de racisme d'État, de racisme institutionnel, peut faire débat. Nous le concevons et nous acceptons le débat, nous. En revanche, il ne peut être nullement condamné et sanctionné par une demande d'excuses publique. La question que vous nous posez, monsieur le préfet, n'est pas est-ce que le racisme d'État est le bon terme, mais est-ce qu'on a le droit de l'utiliser? Cela nous semble être un abus de pouvoir et une atteinte très dangereuse à la liberté d'expression. Pourtant, sachez, monsieur le préfet, que si des excuses pouvaient permettre à Madame A de rester ici, nous serions prêts, ma compagne et moi-même, à vous les offrir sur un plateau doré. Pour vous répondre, la notion de racisme d'État est dans le langage des universitaires depuis les années 80. Et pendant longtemps, il n'a jamais posé de problème. D'ailleurs, sachez-le, il n'y a qu'en France que cela pose des problèmes. À se demander pourquoi. Depuis la France de Vichy et les lois antisémites, il n'y a jamais eu en France de loi explicitement raciste, mais des fonctionnements dans les institutions qui produisent des discriminations racistes. Le racisme n'est pas qu'une histoire d'individus, ni même une question d'intentionnalité. Il renvoie aussi à des processus collectifs qui s'inscrivent aussi dans les corps professionnels et dans la manière dont les institutions fonctionnent. Il n'est pas qu'une idéologie portée par des préjugés ou une représentation hiérarchisée de la population. Il se base aussi sur des pratiques et n'est pas forcément intentionnel. On peut avoir des pratiques racistes sans être idéologiquement raciste. Quand on évalue quelqu'un sur son physique, comme le fait l'aide sociale à l'enfance, on est dans une pratique raciste sans être soi-même forcément raciste. Les contrôles aux faciès en sont aussi un bon exemple, facile à comprendre.
C'est ce que j'ai dit dans une déclaration le mardi de la semaine dernière et que vous me reprochez. Deuxième point, donc sur lequel nous sommes attaqués, ma compagne et moi-même, donc sur lequel nous devrions faire des excuses, c'est suite à une déclaration de Véro où le préfet l'accuse de faire une comparaison entre Vichy et les populations du Lignon qui ont accueilli des juifs et la pratique de la préfecture lors d'une cérémonie la semaine dernière. Les propos ont été déformés. Il n'y a pas d'accusation explicite, comme il n'y a pas d'injure non plus. Il s'agit juste d'un ressenti face à la douleur et à l'amertume, en pensant à l'attitude implacable de la préfecture envers Madama face à cette insensibilité et à cet acharnement de l'administration. C'est plus un étonnement face au décalage au même moment entre le discours et les actes des représentants de l'État en Haute-Loire. Si l'histoire ne se répète pas à l'identique, elle se nourrit du passé. Vichy n'est pas une parenthèse dans l'histoire. Les similitudes évoquées dans ce communiqué ne sont pas celles d'une comparaison entre l'État d'aujourd'hui et celui du Vichy. D'ailleurs, avec Vichy, il nous serait interdit aujourd'hui de parler et de manifester. Le préfet qualifie nos propos d'indignes, c'est le terme. Mais c'est bien parce que nous adhérons, comme toutes les familles d'accueil, comme vous tous et toutes ici, aux traditions d'accueil, de solidarité, de fraternité et de refuge aux personnes démunies et persécutées, que l'on a ouvert notre maison, notre foyer, notre cœur à Madama. Vous êtes tous ici aussi indignes que nous pour le préfet. Bien entendu, nos actions à toutes et à tous sont totalement différentes de celles des habitants du Lignon, il y a plus de 70 ans. Car nous, ici, aujourd'hui, nous ne risquons pas notre vie comme eux. Nous sommes, vous, nous, juste des citoyens lambda, qui aidons des réfugiés parce qu'ils sont là. C'est tout. Nous tous et toutes renforçons l'image de la Haute-Loire. Vous devriez tous nous féliciter, monsieur le préfet, et être avec nous après à discuter le mafé avec les Maliens et les autres. Dégustez. Vous nous dites dans un communiqué que la situation est différente, que ces jeunes ne sont pas menacés d'extermination comme les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes d'accord avec vous, monsieur le préfet. Les populations, comme beaucoup d'autres en Afrique subsaharienne, ne sont pas menacées par des chambres à gaz et par une politique délibérément exterminatrice. Néanmoins, quelles sont les conditions de vie et d'avenir pour les jeunes Maliens? C'est un pays en guerre. D'ailleurs, le site du ministère des Affaires étrangères, donc vous voyez, j'ai des bonnes références, classe presque tout le Mali parmi les territoires les plus dangereux à ne pas fréquenter. Le village de Madama en fait partie. J'espère ne pas vous l'apprendre aussi, monsieur le préfet, que le Mali est un des pays les plus pauvres au monde. Une pauvreté d'ailleurs qui se renforce par les effets du réchauffement climatique et une avancée du désert. Là notamment où vit Madama. Réchauffement climatique, je souligne, dont l'Afrique ne porte aucune responsabilité. Si le Mali est aussi dangereux pour les Français, monsieur le préfet, comme le dit le site du ministère, pourquoi ne le serait-il pas pour les Africains? Je vous pose la question, monsieur le préfet. Iriez-vous vivre vous-même au Mali? Malgré quand même la gentillesse, l'honnêteté et la joie des habitants, comme a pu nous le faire découvrir Madama, qui nous a fait découvrir son pays. Nous n'avons pas voulu vous insulter, mais force est de constater que la politique migratoire est d'une rare violence, celle de l'évaluation des êtres humains, de l'emprisonnement en centre de rétention et des expulsions. Et nous sommes en France. Nous vous demandons juste de laisser à Madama la possibilité de faire sa vie où il le veut, avec les gens qu'il veut.
Des papiers pour Madama. Des papiers pour Madama. Des papiers pour Madama. Merci, merci, merci sincèrement à tous et à toutes.